Ohio everyone, j'espère que vous allez bien car je vous propose cette semaine de nouveaux témoignages extrêmement angoissants et terrifiants. D'une certaine façon, ils font tous les deux référence à la malveillance de l'homme. Je vous laisse les découvrir par vous-même. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire et aussi à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner si ça vous a plu. Première histoire. Je reviens sur Reddit après 2 ans pour vous raconter une histoire assez flippante qui m'est arrivée l'année dernière. Pour remettre dans le contexte, j'ai fait mon lycée à Rouen et j'étais logée en famille d'accueil pendant la semaine pour éviter les allers-retours étant donné que ma ville d'origine était à plus d'1 heure de trajet. Par contre, je rentrais tous les week-ends chez moi pour voir mes parents. L'histoire se passe un lundi. Je venais par conséquent de prendre le train pour aller en cours dans mon lycée quand j'ai remarqué que j'avais oublié mon manteau en partant de chez moi. Or, il était essentiel étant donné que nous étions en hiver, qu'il pleuvait et faisait très froid quasi tous les jours. Quand j'en ai parlé avec mes parents, je me suis fait passer un savon bien sûr, et ils m'ont dit qu'ils essaieraient de trouver une solution durant la journée pour que je puisse le récupérer. À 15h, mon téléphone a sonné. C'est ma mère qui me dit qu'une de ses collègues de boulot qui vit sur Rouen a gracieusement accepté de me l'apporter à une condition, elle choisit l'heure et le lieu de rendez-vous. N'ayant pas beaucoup d'autres choix, j'accepte. Plus tard, dans la journée, la sonnerie de mon téléphone retentit à nouveau. Un numéro inconnu m'a écrit. J'en déduis à juste titre que ça ne peut être que la dite collègue qu'on appellera Sophie. Sophie me dit que nous nous retrouverons à 20h à la gare de Rouen. Je râle un peu car j'ai près de 30 minutes de marche pour y aller. Il fait froid et il fera déjà nuit à 7h du fait qu'on est en hiver. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas vraiment mon mot à dire dans l'histoire étant donné que c'est moi qui ai oublié mon manteau. Alors, j'accepte. Vient le moment où je dois quitter la chaleur de la maison pour rejoindre le froid de l'extérieur. Après 35 minutes de marche environ, j'arrive enfin à la gare avec un peu d'avance. Je me pose à un endroit protégé des courants d'air et attends que Sophie m'appelle pour m'indiquer l'heure de son arrivée. C'est là que je l'ai remarqué pour la première fois, appuyé contre un mur sur son téléphone. Un homme, tout habillé en noir, sa capuche sur la tête et un cache-cou remonté jusque sous son nez. Seul élément de son visage que je peux voir. Je me dis qu'il pourrait faire un parfait méchant de film d'horreur. Après 15 minutes, elle arrive. Je récupère enfin mon manteau que j'enfile avec précipitation, un vrai bonheur. Je remercie Sophie et je reprends le chemin pour rentrer chez moi. À ce moment-là, je vois du coin de l'œil que la personne que j'avais repérée auparavant s'en va aussi. Je commence à remonter la première rue, la musique à fond. Arrivé au bout, je tourne à droite et regarde rapidement la rue que je viens de quitter. Il est là, lui aussi, à environ 5 mètres derrière moi. Je continue d'avancer et prends une nouvelle rue, quasiment pas fréquentée, et que je prends car c'est un raccourci pour arriver plus facilement chez moi. Avant de tourner encore une fois un petit regard derrière moi, et je m'aperçois qu'il est toujours là, sur le trottoir que les lampadaires n'illuminent pas. Je trouve toujours rien à y redire car ma priorité est de rentrer me réchauffer au plus vite. Cependant, cette fois-ci, il s'est rapproché d'un peu plus. Je dirais qu'il est à 3 mètres. Encore une fois, le même schéma se reproduit. Je prends une nouvelle rue, je jette un coup d'œil et je le vois. Par contre, cette fois-ci, je commence à me questionner, car il n'y a vraiment personne et cette rue n'est vraiment mais alors vraiment pas fréquentée. Par sécurité, je coupe la musique mais garde mon casque. Je continue d'avancer mais en faisant plus attention qu'avant. Maintenant, je l'entends claquer des doigts, toutes les minutes environ. Vraiment dans ma tête, c'est la panique, car je ne me suis jamais fait suivre dans la rue. Je ne suis pas quelqu'un de très attirant physiquement à vrai dire, et j'ai toujours cru que seuls les canons vivaient des choses comme celle-ci. Bref, je continue à marcher en étant particulièrement attentive au moindre bruit. J'avance dans une autre rue que personne ne prend. Pour moi, si l'individu la prend aussi, cela voudra vraiment dire qu'il me suit. Bingo, il la prend. J'en ai la certitude, je me fais suivre.
Il ne reste plus qu'une quinzaine de minutes avant que je n'arrive en sécurité, c'est-à-dire chez moi. J'augmente le rythme de marche, sauf qu'à mon grand désespoir, j'entends ses pas qui font de même, et ses doigts claquer encore plus vite et encore plus fort. La dernière rue avant d'arriver à celle où se trouve la maison de mes logeurs est toute droite, et très longue. Aucune voiture ne passe, il n'y a pas une seule personne présente, et les lampadaires sont très espacés les uns des autres. À ce moment, ce que j'entends me glace le sang. Il rit, très fort en plus. Mais pas les rires chaleureux, mais plutôt ceux sadiques, comme les méchants des films. Quelle ironie, vous me direz. Enfin, j'aperçois l'entrée de ma rue. Dès que je suis à l'entrée, je cours le plus vite possible, tape le code du portail, monte à très grande vitesse les marches qui mènent au palier. Je me retourne une dernière fois et je le vois. Il est là, dans le tournant de la rue, un lampadaire l'illuminant, sa capuche cachant ses yeux, son col baissé, arborant un sourire avec toutes ses dents et me faisant un signe d'une main qui tient un tissu blanc. Je suis pétrifiée et je commence à pleurer de peur. Je rentre dans la maison, m'enferme dans ma chambre et pleure encore plus en me posant des questions sur ce qu'il me voulait et qu'est-ce que c'était que ce mouchoir. Je ne me suis pas fait suivre durant le reste de l'année, mais j'ai toujours peur d'être autour de la gare les soirs et d'un jour le recroiser. Cette histoire se termine là, mais je pense que je ne m'en souviendrai toute ma vie. J'ai eu une des pires peurs de ma vie, et je confirme que je n'ai plus rien oublié du reste de l'année. Je sais que beaucoup de personnes en France se sont déjà fait suivre, alors je vous en prie, qui que vous soyez, faites toujours attention dans la rue, sur qui vous entoure. Deuxième histoire. Cette histoire s'est passée en août 2022 et j'avais 15 ans au moment des faits. Ce soir-là, toute ma famille se retrouve au mariage de ma cousine Clara, dans un petit village de Pologne. La fête se déroule pas loin de chez ma tante, dans un petit restaurant privatisé pour l'occasion. Pour vous donner une idée de l'endroit, il y a 2 entrées dans ce restaurant. Une principale qui se trouve au bout du parking et donc en retrait de la route, et une autre qui donne directement sur la petite route de campagne qui aura son importance. Après les jeux de minuit, les adultes restent dans la salle principale pour se saouler encore un peu et faire un karaoké, pendant que nous, les enfants, allons dans la salle de billard. Il faut savoir que, sans compter les autres enfants, nous sommes déjà une quinzaine de cousins, dont certains de 20 ans, et qu'il est évident que le rôle des plus âgés est de surveiller les petits. Les adultes nous font donc confiance et ne nous surveillent pas vraiment, surtout que la plupart sont ivres. Vers 1h du matin, Ellie, mon petit frère de 10 ans, me dit qu'il y a un chat dehors et qu'il veut aller le caresser. Comme il fait froid et que j'ai envie de rester avec mes cousins de mon âge, je lui dis qu'il n'a qu'à y aller tout seul. Je le vois alors sortir par cette petite porte secondaire, notre petit cousin Cuba sur les talons. 2 minutes plus tard, saisi d'un mauvais pressentiment, je regarde par la fenêtre de la salle de billard qui donne sur la terrasse. Et je vois un homme qui parle à Ellie et notre petit cousin sur le bord de la route. Comme il n'y a que la lumière de la terrasse qui éclaire cet endroit, je ne suis pas sûre de qui est cette personne. Alors, je crois reconnaître un de mes oncles. Je vois que le petit groupe est en train de s'éloigner vers les arbres qui longent le chemin et je comprends que, d'ici quelques secondes, je ne les verrai plus. Ayant entendu par ma tante énormément d'histoires d'enlèvement, je sens la panique monter d'un coup et je me précipite vers la sortie sans rien dire. Ça peut paraître stupide de n'avoir prévenu personne, mais je suis incapable de réfléchir correctement à ce moment-là. Et le temps que je formule une phrase en polonais, car personne ne parlait français ici, à part mes parents qui se trouvaient dans une autre salle, il peut se passer beaucoup trop de choses. Et puis, je ne suis même pas certaine qu'il y a vraiment un danger. J'ai juste un mauvais feeling. Une fois dehors, je me précipite vers la route, et ce que je vois me glace le sang. Il y a cet homme, mon frère et mon cousin, et à quelques mètres d'eux, une voiture. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas le temps de prévenir quelqu'un, et surtout, je ne sais pas si cet homme est armé. Je me tourne vers le restaurant, dans l'espoir de voir un adulte en sortir, mais je n'aperçois que 3 silhouettes à une trentaine de mètres.
J'ai l'impression de reconnaître mes grands cousins, sortis s'acheter des bières, mais à cause du noir, je ne suis pas sûre. Et surtout, ils sont trop loin pour arriver à temps. Sans réfléchir, je me mets à hurler dans un mélange de polonais et de français. Autant pour montrer à l'homme que je suis là que pour avertir mes cousins de ce qu'il se passe. L'homme se tourne, réfléchit un instant, prend mon petit cousin et court pour le mettre dans la voiture. Je cours à mon tour, je jette mon petit frère derrière moi et essaye de rattraper mon cousin tout en sachant pertinemment que je ne peux rien faire. J'entends alors mes cousins crier et courir à leur tour et soulagé, je vois l'homme prendre peur, lâcher mon petit cousin pour prendre la fuite dans sa voiture. Je me précipite vers Cuba en larmes et le prends dans mes bras. Très vite, mes cousins arrivent et nous rentrons dans le restaurant expliquer ce qu'il s'est passé aux adultes qui appellent la police. Ensuite, c'est la pagaille. Tout le monde panique et sort vérifier qu'il n'y a plus de danger et ma cousine nous remercie en pleurant. Quand je dis mon petit cousin, il s'agit de son fils. Mes parents engueulent mon frère pour la forme mais finissent eux aussi par fondre en larmes. Malheureusement, la police n'a pas pu retrouver cet homme car il n'y avait qu'une seule caméra de surveillance pointée vers la terrasse et qu'avec l'obscurité, aucun de nous n'a pu vraiment voir qui était cet homme et encore moins lire la plaque d'immatriculation. Plus tard, mon frère a expliqué qu'en sortant, le chat était dans les bras de l'homme et qu'il leur avait tendu pour qu'il puisse le caresser. Il a ensuite commencé à parler à Cuba et à les entraîner plus loin. Élie l'avait suivi car ne parlant pas polonais, il croyait que Cuba le connaissait mais n'avait aucun moyen de s'en assurer. Depuis cette histoire, je ne laisse plus mon frère seul une seule seconde lorsque nous sommes dehors et je stresse à chaque fois qu'il rentre seul du collège, qui se trouve pourtant à 2 minutes de chez nous. Quand je pense à ce qui aurait pu arriver ce jour-là, si je n'avais pas regardé par la fenêtre, je frissonne et me montre encore plus gentille avec Élie, car je n'arrête pas de penser qu'il pourrait être quelque part au fond des bois.